l'idée de ce webinaire, c'est comment animer un défi citoyen, les étapes incontournables et surtout quel thème choisir. On peut tous les prendre, mais on peut aussi s'essayer sur un pour en faire d'autres après. Donc la première intervention, ce sera sur les étapes clés, la méthodologie. Ça sera Pascaline Pin qui interviendra. Le Zoom sur le défi citoyen pour le climat sur le déchet, ça sera Lorraine du SMICTOM de Sologne qui vous présentera le défi citoyen qui a pu être mis en place sur son territoire. Ensuite, il y aura un Zoom sur le défi citoyen pour le climat sur le thème de la biodiversité, qui est un défi qui est en cours de construction et coordonné par l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, ça sera Pauline Darmoncourt qui interviendra. Et on aura surtout une large part dédiée à vos questions, puisqu'on en a déjà quelques-unes qui ont été posées lors du premier webinaire. Et donc, du coup, là, c'est de pouvoir répondre voilà, de prime abord à vos premières interrogations. Après, on reste là pour vous accompagner, évidemment, tout le long de vos défis. Je me représente d'abord pour vous resituer, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je suis Pascaline Pin. Je travaille sur les défis Déclic en partenariat avec le Clair, qui porte du coup ces défis. Les défis Déclic, c'est un petit peu les petits, ce à quoi a donné naissance les défis famille énergie positive aussi, que peut-être certains ont connu. Et je m'occupe de l'animation nationale et donc du coup de mettre à disposition les outils, former les animateurs et mettre à disposition ces défis-là. Petit récap donc de ce que c'est que ces défis Déclic. Ce sont c'est un défi ou des défis, puisque maintenant il y a plusieurs formules possibles, d'économie d'énergie, d'économie d'eau, de réduction des déchets ou des défis pour tenter une alimentation plus saine et durable. On a maintenant les thématiques énergie, eau, déchets, alimentation, et puis une version qui permet thématique libre, on va dire. Ces défis-là sont faits pour une mise en action, pour mettre les gens en action. C'est pas Je vous faisais la différence la dernière fois avec la sensibilisation. Là, on est vraiment sur de l'accompagnement au changement et donc ça vise vraiment l'action. Mais de façon ludique, donc on utilise les leviers du jeu. On propose, autant que ça se peut, des animations qui soient, sympas, fun, voilà, amusantes. De façon conviviale, on essaye de privilégier aussi des animations et des temps de convivialité et collective. On est là sur de l'accompagnement de groupe. On essaye de privilégier le fonctionnement en équipe, pour s'appuyer sur, justement les leviers, sociologiques du groupe. L'objectif qu'on lance à travers ces défis, c'est de réduire ses consommations ou sa production de déchets au maximum. Voilà, en fonction de là où on part, en tout cas, on essaie d'aller plus loin. De manger mieux par des changements d'habitude et sans pénaliser son budget, sans gros investissements pour ce qui est de l'énergie et sans pénaliser son budget sur, ce qui est alimentation. Ces défis, c'est, pour vous, a priori, en face de moi, c'est, un dispositif, une méthodologie qui a été mis en œuvre depuis quelques années. Depuis, 2008, ça a commencé, qui se veut adaptable. Donc du coup, vous allez voir sur le comment animer, je vais vous dire, bah, ça dépend, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça, puisque ça s'adapte, à aux réalités, qui est outillé. Il y a un certain nombre d'outils à disposition, je pourrais en reparler, qui est mis à disposition des territoires et en termes de territoire, les défis sont portés par, des collectivités, par des associations, par des, bénévoles, enfin ouais, des associations professionnelles, des associations bénévoles, par un mix de tout ça. Il y a un peu de tout. Sur le comment animer, en fait,
j'ai décidé aujourd'hui d'insister lourdement sur un truc qui me tient à cœur et qui est, hem, pour moi déterminant de l'animation qu'on va proposer et qui est souvent pas assez bien fait. Donc la première chose à faire pour moi, pour ce défi-là, pour savoir comment faire, c'est de cadrer son projet et de clarifier, son projet en fonction de ses ambitions, de qu'est-ce qu'on veut faire en proposant ce défi-là, en fonction de son territoire, si c'est un territoire qui est dispersé ou qui est très urbain, où il y a déjà eu beaucoup de choses, où il y en a pas du tout eu, qui a l'habitude de répondre à des propositions d'animation ou pas. En fonction de tout ça, on va pas forcément proposer la même chose. En fonction de ses partenaires, si on a une multitude de partenaires autour de nous, va y avoir possiblement une multitude d'activités. À contrario, si on est plutôt tout seul et qu'on lance un premier truc, on va plutôt commencer petit et on va pas se mettre un trop gros programme d'activités et en fonction de ses moyens humains et financiers. Donc ça, tout ça, ça va être des choses qu'il va y avoir besoin de poser pour définir son projet et pas définir son projet et après se rendre compte qu'on n'a pas les moyens ou qu'on n'a pas les bons partenaires ou que le territoire, en fait, c'est pas fait pour lui. Voilà. Donc la première chose à faire, et je vais insister là-dessus, hem, c'est de définir ses ambitions. Qu'est-ce que je veux faire avec ce projet? Pourquoi est-ce que, ma direction ou mes élus ont voulu qu'on fasse ce projet-là? Ça, c'est la première question à se poser et justement aller au-delà du sensibiliser la population. On veut faire un défi pour sensibiliser la population et puis je disais la dernière fois, je le redis cette fois-ci, hem, sensibiliser la population pour moi, en tout cas ma définition, hein, c'est, rendre sensible donc c'est, juste leur faire connaître le sujet. On n'est pas là-dessus, en fait, avec les défis puisqu'on vise la mise en action. Donc si vous voulez sensibiliser votre population, déjà, heu, c'est pas le bon truc. Vous allez passer beaucoup trop de temps avec les défis, si c'est juste pour sensibiliser. À ce moment-là, faites une belle campagne de com, là vous sensibilisez, mais pas les défis. Les défis, on est sur un accompagnement au changement, donc il faut bien avoir ça en tête. On est là pour accompagner les gens à quelque chose. Donc, une réponse du type montrer aux gens que c'est possible, leur permettre de tester des nouvelles, façons de fonctionner ou des choses comme ça, déjà c'est un peu plus adéquat puisqu'on se rend compte qu'on va devoir y passer un peu plus de temps. Si vous restez sur un sensibiliser la population, à la fin, quand vous allez faire le temps que vous y avez passé par rapport à un objectif de sensibilisation, ça ne vaut pas le coup. Voilà, je redis ça. Hem, mais bon, sensibiliser la population étant un mot valise, on va dire: «Mais encore» et là je vous invite à creuser un peu plus, qu'est-ce qu'il y a derrière les ambitions de ce projet-là? Par exemple, on peut avoir des territoires où, hem, l'idée de faire un défi, c'est pour faire connaître la politique publique. Exemple, il y a un nouveau, plan, alimentaire de territoire qui se lance, qui a été décidé, on a des nouvelles actions. On veut faire connaître ce plan et c'est une façon de s'adresser aux citoyens. Dans ce cas-là, ça va vous donner une certaine coloration à vos animations. Faire du lien avec et entre les acteurs du territoire, pareil. Identifier les citoyens engagés, des futurs ambassadeurs pour les mener voilà, lancer une dynamique de territoire avec des citoyens impliqués. Heu, tout ça, ça peut être des objectifs, secondaires qu'on va pas dire, en premier lieu, mais qui vont donner une coloration. Sur le premier, faire connaître la politique publique, par exemple, ça veut dire que toutes vos animations vont être en lien avec les différents axes de ce plan. Ça veut dire qu'il va y avoir les élus, qui seraient invités, lors des événements, lors des gros événements pour pouvoir donner à voir cette politique-là. Du coup, ça va donner une certaine coloration. Faire du lien avec et entre les acteurs du territoire, c'est un objectif qui est intéressant, qui est tout à fait possible. Il faut se dire par contre que ça va prendre du temps. Ça veut dire que ça va prendre du temps d'aller chercher les différents acteurs, les différents partenaires, d'aller voir avec eux qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le défi, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer, qu'est-ce qui eux les intéresse, et du coup leur trouver une place dans les animations, coordonner toutes ces animations-là. Ça veut dire être en veille sur ce qui se passe sur le territoire, sur les animations qu'il peut y avoir à la ressourcerie, à l'épicerie solidaire et cetera et la faire connaître à vos participants et tout ça, c'est beaucoup de temps. Donc c'est super d'avoir cet objectif-là. Par contre, ça veut dire plus de temps, il faut le prévoir.
Identifier les citoyens engagés, ça veut dire, par exemple, qu'on va faire des ateliers spécifiques pour, savoir ce qui les intéresse, savoir où est-ce qu'ils sont prêts où est-ce qu'ils sont prêts à s'engager. Donc ça veut dire passer du temps à les questionner. Ça veut dire aussi les outiller si on veut qu'ils soient ambassadeurs, donc créer vraiment une boîte à outils à leur disposition et les former là-dessus, sur ce qu'on veut qu'ils fassent. Et du coup, ça va donner encore une fois, différentes animations et une coloration particulière à vos animations et aux défis que vous allez proposer. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette partie, c'est quoi vos objectifs? Il faut se les dire au début pour pas être déçu à la fin que ça n'a pas été rempli. Au-delà de ça, il y a quels sont vos objectifs opérationnels? Alors ça, c'est le classique, qu'est-ce que je veux faire comme défi? Nombre de défis, nombre de foyers, type de foyer. Heu, Type de foyer particulier puisque, on a très souvent des territoires qui, dans les types de foyers, veulent une représentativité sur tout le territoire, veulent qu'on s'adresse, à des publics, plutôt en précarité ou des publics, ou sur certains quartiers prioritaires et cetera. Ça veut dire vraiment une communication spécifique. Hem, Si vous faites la communication comme d'habitude, vous aurez les participants que vous avez d'habitude. Si vous faites une communication très large, réseau, presse, site internet, newsletter et cetera, vous allez avoir les gens qui sont déjà prêts à bouger et plutôt le profil, ceux qui sont connectés, ceux qui suivent les actualités institutionnelles et ceux qui sont déjà un petit peu, prêts à bouger. Du coup, si vous voulez un type de public particulier, si vous avez vraiment cette ambition-là, il va falloir faire une communication d'une autre façon et donc se donner les moyens d'une communication d'une autre façon. Heu, donc tout ça, c'est vraiment un truc, que je vous invite à poser d'entrée et à poser avec vos partenaires, financeurs, décideurs, directeurs, élus et cetera. Et un petit outil pratico-pratique pour faire ça, que je vous invite à faire et que moi je trouve extrêmement très bête et extrêmement puissant, c'est au début d'un projet de se mettre autour de la table avec vos financeurs, vos partenaires et se faire un petit ce sera un success-ci. Donc là, je vous ai mis une photo du dernier que j'ai fait sur un autre projet, qui n'a rien à voir là, dans mon asso. Heu, il s'agit juste de dire en début de réunion: «Ce projet, si on se lance sur ce défi», en l'occurrence ici, «ce sera un succès pour moi si». Et vous laissez 3 minutes à tout le monde pour écrire sur un post-it: «Ce sera un succès si». En fait, ce qui va sortir, ça va vous permettre de voir si pour les autres, ce qui est important, c'est le chiffre, si, pour les autres, ce qui est important, c'est justement faire du lien, si pour les autres, ce qui est important, c'est, plutôt la représentativité et cetera et ça va vous donner la couleur du défi que vous allez mener. Voilà. Petit outil pratique, ça prend 15 minutes et au moins on sait de quoi on parle et où est-ce qu'on va. C'est vraiment mon cheval de bataille ce truc, donc j'espère que je vous ai convaincu. Maintenant, que j'ai fait ce truc, un défi, à quoi ça ressemble, concrètement dans l'animation, un défi classique? Vous allez trouver un top de départ, un clap de fin et autour de ça, le plus souvent, un événement lancement pour lancer la démarche. C'est parti, on va tous y aller. Il y a un côté qui est très important sur ce lancement parce que c'est le lancement qui va vous donner la tonalité, qui va embarquer les gens, qui va leur permettre de se rendre compte que, allez, on y va à plusieurs et qui va les lier à votre défi. Hem, du coup, enfin voilà, c'est un événement, on sent bien que quand il est très réussi, souvent les défis suivent. Hem, Après la fin, il y a un moment de clôture où on va aussi annoncer les résultats. En général, se féliciter, s'autocongratuler. Donc c'est aussi un événement qui, en général, est assez fédérateur, qui est en plénière et c'est aussi l'occasion, par exemple, pour ceux qui veulent faire des ambassadeurs vers d'autres actions, de parler des autres actions au moment de cette clôture. Il y a souvent, mais pas toujours, un événement au milieu, donc un événement de mi-parcours sur des défis qui sont longs, qui sont de 5 mois, par exemple. C'est important d'avoir quelque chose au milieu là pour, relancer la machine. Hem Et ou s'il n'y a pas cet événement-là, on a, enfin voilà et ou, des ateliers animation tout au long du défi. Typiquement pour les défis, énergie, on est sur des défis qui vont de novembre-décembre à avril-mai. Sur les défis déchets,
Alors là, j'ai plein de choses. Il y a des défis d'automne, des défis de printemps, des défis qui sont sur, 2 mois, des défis qui sont sur, 5 ou 6 mois. Il y a un petit peu de tout là-dessus et l'événement en général est entre la période, de référence où on pèse ses poubelles comme si de rien n'était et la période où on essaye de faire des gestes. Et puis pour les défis alimentation, alors là, on va voir si l'année prochaine ce sera différent. C'était un peu la première année vraiment, où les territoires se sont lancés. J'ai que des défis qui se font au printemps, qui commencent à peu près au mois de février et qui sont, sur des périodes qui vont pareil de 2 à 5, 6 mois. Avec, jusque-là des défis alimentation quand même en région centre qui étaient faits d'une autre manière et qui couraient sur 1 an, mais pas avec notre module, informatique alimentation. Donc je les connais un petit peu moins, peut-être que d'autres personnes pourront en parler aujourd'hui. Et dans la partie, défi déclic, voilà. Quelle heure il est? Voilà, je vais bientôt terminer. Hem Pour continuer sur le cadrage, les autres questions à se poser, hop, j'ai un problème de par rapport aux moyens humains. Donc là, on a commencé à se dire où est-ce qu'on va, à peu près se faire une peinture de à quoi ça ressemble, le planning. La question des moyens humains, bah, c'est très important. C'est très important de se la poser aussi au début, pour pas se faire, déborder et puis pour pas être déçu du résultat parce qu'on n'a pas réussi à y mettre les moyens. Hem, je vous invite à poser, quels sont les moyens dont vous disposez, quel est le temps dont vous disposez. Alors ça peut être soit on se fait un prévisionnel, soit par déduction de tous les autres projets que vous avez, combien il vous reste de temps à y consacrer et en fonction de ça, ça vous donnera votre défi. Ne vous lan Enfin voilà, qu'on ne se lance pas dans un défi de 6 mois, où on veut aller chercher des publics, de quartier, où on veut faire un maximum d'ateliers pour tout le monde, enfin voilà et en coordination avec plein de structures si, on a vraiment très, très peu de temps. Hem, du coup, là, en termes d'outils, nous, on a des outils de prévisionnel avec, toutes les tâches à faire dans un défi en termes de communication, de coordination, d'animation, d'événementiel, des bilans à faire, ça c'est un truc qu'on oublie tout le temps. La presse qui va vous solliciter pour faire un article et «Ah là là, on va passer une demi-journée à essayer de trouver une famille qui va vouloir témoigner». Enfin, tout ça, c'est en fait, c'est des temps cachés qui prennent du temps et voilà, je on a des outils prévisionnels pour essayer de penser à ça, de se dire de combien de temps j'ai besoin et est-ce que ça colle avec la réalité du temps que j'ai à y passer. Petit point de vigilance si vous voulez vous lancer, ce qui est très souvent sous-estimé, c'est justement cette coordination. Du coup, la coordination avec la région, la coordination avec, moi dans Déclic, la coordination avec les associations partenaires, c'est souvent quelque chose de sous-estimé et plus vous voulez faire du lien et plus ça va être, chronophage et puis la partie communication. Ah, il y a un truc, voilà. Et puis l'autre question à se poser avant de se lancer, c'est, est-ce que j'ai ou est-ce que je peux aller chercher les compétences nécessaires en termes de communication? Souvent, c'est la collectivité qui le fait. En termes de mobilisation du public et je fais la distinction parce que la mobilisation du public, ça veut dire, il faut aller là où les gens sont, il faut aller chercher les partenaires, il faut aller présenter le projet, et il faut, du coup pouvoir essaimer et vraiment être présent. C'est différent de la communication institutionnelle qu'a l'habitude de faire, les services com d'une collectivité. La mobilisation du public et les relations partenariales, c'est aussi, autre chose. En termes de coordination, est-ce que j'ai les compétences, les ressources qui le fait? En termes d'événementiel, organiser un événement des fois, enfin voilà, faut être vigilant. Est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on a l'habitude? Et puis ça prend du temps. En termes d'expertise sur le sujet, bon ça c'est assez évident, mais bon, si je lance un défi alimentation, qui sont les ressources expertes sur le sujet? Et puis en termes de pédagogie, est-ce que ces experts sont, aussi, capables de vulgarisation et de mettre du ludique et du convivial dans ces défis-là? C'est typiquement un problème qu'on a eu sur la thématique énergie, où très souvent la collectivité s'associe à, hem, un espace info énergie dans lequel il y a
des techniciens qui sont experts de leur sujet et qui n'ont pas toujours la fibre animation et pédagogie. C'est pour ça que historiquement, en région Centre, il y a eu aussi une association entre des associations d'éducation à l'environnement et ces espaces info-énergie-là pour faire des défis. Voilà, et je dis mon dernier mot. Donc ça, on a vu à quoi ressemble un défi, top départ, clap de fin, le lancement, les résultats. Avant, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute cette phase de mobilisation et de prise d'inscription. Donc ça démarre quand on dit qu'on va lancer un défi au mois de décembre, novembre. Il y a toute la phase amont. C'est aussi pour ça que les défis énergie commencent au mieux en novembre, parce qu'il faut laisser cette phase d'inscription de septembre à novembre. Mais qui dit mobilisation, communication, dit avant qu'il faut avoir adapté les outils, qu'il faut s'être formé au dispositif. Et encore avant, du coup, cette phase-là, sur laquelle j'ai essayé d'insister très, très lourdement, sur la définition de son projet, de ses partenariats, de son financement, de ses objectifs, de son planning, etc. Être clair avant d'adapter ses outils, avant de faire sa mobilisation. Et donc, on a l'habitude de dire que pour pouvoir lancer un défi, il faut s'y prendre 5-6 mois à l'avance, prendre la décision en tout cas, pour pouvoir faire tout ça et se lancer dans des bonnes conditions. Voilà pour l'exemple et le côté un peu théorique des défis déclic tels qu'on les fait. Et puis après, je vais laisser les autres participantes témoigner de comment ça s'est fait pour elles et peut-être dire le contraire de ce que j'ai dit. Très bien, merci Pascaline. J'annonce quand même que je confirme tous tes dires. Il s'avère que nous, on a fait une première édition. Donc, ce webinaire nous permet de voir un peu tout le travail qui a été fait et de synthétiser. Donc, merci. Très bien. Donc là, c'est juste pour resituer le contexte. On part bien du principe qu'il y a une quantité de ménages qui a énormément évolué ces dernières décennies, du fait de notre situation en tant que consommateur et surconsommateur. Le SMICTOM a une intention avec cette démarche essentielle qui permet d'économiser les matières premières épuisables, de limiter les impacts sur l'environnement et de maîtriser les coûts des déchets pour les administrés et la collectivité. Ça, c'est la situation dans laquelle on est et on peut témoigner en tant que collectivité territoriale. Voilà, donc Pascaline, tu as redéfini le mot de la sensibilisation. Donc nous, on a sensibilisé comme la définition que tu as dit que tu n'étais pas trop, où ça pourrait être plus approfondi. Donc nous, c'est vrai qu'après coup, on a sensibilisé et on a utilisé beaucoup de temps pour ça, en espérant avoir bien formé des ambassadeurs. Donc, sur ce point-là, nos objectifs sont pas forcément tout à fait raccord avec Pascaline, parce qu'on est débutant et c'est surtout notre première édition. Donc, le SMICTOM de Sologne souhaite bien que les familles diminuent leurs déchets à hauteur de 20%, sachant qu'il va y avoir une transition à partir de 2023 où les biodéchets vont être valorisés. Donc, de fait, sans intention première des familles, il va y avoir une réduction d'à peu près entre 20 et 30% selon la production de chaque foyer, pour que ces déchets organiques, compostables ou méthanisables soient valorisés. Donc ce SMICTOM va s'occuper de 24 communes, superviser 24 communes, ça représente à peu près 41 000 personnes. Donc l'intention est quand même que tout le monde puisse avoir une occasion de réduire ses déchets, ce qui permet, il faut le rappeler, en fait, de réduire la quantité des déchets qui sont transportés et de aussi permettre de faire la lumière sur les refus de tri. En fait, c'est les erreurs de consigne. Voilà, ça c'est les intentions, les objectifs qu'on avait. Sachant que la synthèse de notre défi, on ne l'a pas encore fait avec les 2 partenaires qui ont permis de co-construire ce défi. On va pouvoir faire la réunion d'ici peut-être 1 ou 2 mois selon
nos emplois du temps respectifs, parce qu'on est 3 structures axées sur l'animation et c'est une période assez dense en ce moment pour chacune d'entre nous. Voilà, au niveau de cette notion du temps, Pascaline a annoncé à peu près 6 mois de réflexion avant. Vous voyez que il nous a fallu, pour notre première édition, à peu près 2 ans, en fait, sachant qu'on a vécu ce défi dans une période de pandémie avec des conditions sanitaires fortes, avec des restrictions, des passes, etc., etc. Mais ça nous, grâce aux Graines Centre Val de Loire, on a pu être mis en relation lors d'une réunion de préparation qui a eu lieu en septembre 2020, ce qui a permis au SMICTOM de Sologne, donc moi-même avec des animatrices de Sologne Nature Environnement et de 1001 Partage, assis à la même table, de commencer à dire qu'on pouvait faire un travail ensemble, sachant qu'on est dans un même secteur d'activité, même si on n'est pas rattaché au même, au même territoire. Nous, on a 24 communes à cheval sur le Loiret et le Loir-et-Cher, et 1001 Partage est rattaché à un autre syndicat de collecte et traitement des déchets, et Sologne Nature Environnement, encore un autre. Voilà, donc on a pu quand même oser s'associer. Donc il s'est enchaîné plusieurs rendez-vous. Ça va, voilà, vous pouvez voir qu'en janvier, il y a eu un rassemblement, au mois d'août, qui est quand même plusieurs mois plus tard, et au mois de novembre 2021, sachant que le défi a été lancé en décembre 2021. Grâce on va dire, aux visio rendez-vous conférences, on a pu faire quand même des rendez-vous partagés comme ça entre nos 3 entités. Voilà. Donc ce projet, il a été avant tout surtout validé par les élus, parce que nous sommes une collectivité territoriale. Donc, grâce au travail de Sologne Nature Environnement, on a pu faire un livret en fait présentant ce projet. Donc vous avez 3 vues qui présentent la page de présentation, un tableau et un déroulement. Ça, c'est ce qu'ont reçu chaque élu pour pouvoir découvrir en fait notre projet et le valider au budget. Donc nous concernant, il a été validé avec le soutien de toute la direction et le président du SMICTOM de Sologne, Jean-Michel Desélus. Voilà, donc même s'il y avait dans cette coordination de 2 structures, on a fait le choix en fait qu'il y avait un seul et même référent, du fait que le SMICTOM de Sologne est porteur du projet. Donc en tant que médiatrice déchets et animatrice prévention, j'ai été donc nommée pour pouvoir être la référente de tous les habitants pour toutes les questions qu'il peut y avoir avant, pendant et après, et les accompagner au fur et à mesure, en ayant le soutien aussi des animatrices l'animatrice de Sologne Nature Environnement. Voilà, donc c'est un projet qui a été fait à 3. Vous voyez cet axe chronologique, il est très précis parce que on a bien les dates, les jours, les mois et l'année. Donc le 8 décembre 2021, c'était la fin de l'inscription pour le premier atelier, et notre atelier était le lancement du défi. Si je suis attentive à ça, c'est que en fait, il faut faire la différence entre la fin d'inscription pour l'atelier et la fin d'inscription du défi. On a choisi de mettre le lancement ouvert à tous et sur inscription, sachant que lors du lancement, des participants pouvaient s'inscrire encore au défi. C'est pas une rencontre en fait. Voilà, ça, je vous rappelle que on était sous une période de pandémie, donc on était limité aussi au nombre de personnes en fonction de l'espace et de la salle, etc., etc. Voilà, vous avez cette clé qui représente l'atelier. Donc le choix de l'atelier, c'est 1 par mois avec qui a eu lieu sur 4 mois. Voilà, je vous laisse lire tout ça, sachant qu'on va approfondir lors des prochains slides. Donc le premier atelier,
c'est bien le lancement du défi. Le lieu qui a été choisi, c'est le SMICTOM de Sologne, le point de départ. On a pu inviter donc, nos partenaires, donc les 2 associations, qui ont pu se présenter. On a pu aussi rencontrer les équipes d'animation de 1001 Partage et de Sologne Nature Environnement. Les élus ont été aussi invités. La région, on l'a invité aussi à ce lancement, et la presse. Donc la presse a été très présente parce qu'on a le droit à au moins 2 articles dans le journal local. Voilà, donc il y avait déjà des personnes qui étaient inscrites et des personnes qui voulaient s'inscrire, mais qui attendaient de voir la rencontre au lancement pour pouvoir vraiment se positionner. Il y a eu beaucoup de curieux, parce que le fait que le SMICTOM ouvre ses portes, ça a permis voilà, à des personnes qui savaient délibérément qu'ils n'allaient pas participer au défi, mais qui voulaient voir les coulisses du SMICTOM. Voilà, donc à ce moment-là, on a présenté le défi, l'utilisation de la plateforme Déclic, la distribution du kit d'accueil, etc., etc. Et on a pu aller voir ensuite les engins qui sont utilisés lors des collectes, et surtout la montagne en fait, de déchets, soit en fosse d'ordures ménagères, soit dans la colonne des emballages recyclables ou de la colonne à papier. Très bien, et ça permettait aussi à certains de continuer à s'inscrire au défi, sachant qu'ils avaient encore jusqu'à la fin du mois de décembre, pratiquement 1 mois pour s'inscrire. En images, voilà les participants, les 2 vues qui ont été prises, à la présentation, l'allocution et la présentation des engins au SMICTOM. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup, en fait, de voir les lieux d'activité comme ça, surtout dans un lieu, une collectivité territoriale et très technique, en fait. L'atelier numéro 2, le thème qu'on a choisi, ça suffit, le gâchis. Le lieu, c'est une bibliothèque. On a pu avoir des partenaires comme les bibliothèques locales. Là, elle nous a invités dans la bibliothèque. Donc, ces ateliers étaient ouverts à tous, sur inscription, avec une limite de 12 places pour que ce soit agréable pour tout le monde. Et le thème choisi, c'était la face cachée du gaspillage alimentaire. On est beaucoup sur la face cachée des choses, avec comme outil pédagogique une exposition qui a été créée par l'ADEME. Voilà un support qui est utilisé beaucoup aussi dans les écoles pour approfondir cette face cachée du gaspillage alimentaire, des supports de vidéo, pareil, et un frigo factice pour pouvoir déjouer les pièges du gaspillage alimentaire dans notre quotidien. Sologne Nature Environnement, qui était notre partenaire, a voulu, pour un geste préventif, faire un atelier de fabrication de bivraps, qui a beaucoup plu en fait aux participants, voilà, qui nous a fait un retour très positif de ça. Donc vous voyez en image une vue sur l'atelier factif pour pouvoir bien gérer ses courses et le frigo. La bibliothèque a pu faire une sélection de livres sur la thématique du gaspillage alimentaire, la réduction des déchets, etc., etc., etc. Et vous avez une vue sur un des panneaux de l'exposition qui a été créé par l'ADEME, qui est accessible. C'est un outil gratuit, téléchargeable, commandable lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Le 3e atelier, on a choisi le titre « Nos petits produits chéris parce que nous valons bien ». Ça va mettre un peu d'humour. Là, cette fois-ci, le lieu, c'était une salle prêtée par la mairie, là où on a pu faire l'atelier. Donc, il faut bien penser à pouvoir être en contact avec eux, signer une réservation, voire une convention de réservation de salle. Toujours pareil, on a pu ouvrir ces ateliers à tous, sur inscription, avec une limite de 12 places. Et pour cet atelier-là, on a voulu inviter une association partenaire locale, une association qui fait des actions, soit sur la réduction des déchets ou les produits locaux, etc., etc. En plus de tous les inscrits à l'atelier. Donc cet approfondissement, c'était la face cachée des produits cosmétiques et d'entretien. Atelier qui a été animé par 1001 Partage pour pouvoir approfondir le contenant en fait, des produits cosmétiques et d'entretien, et aussi leur emballage, avec un support livret qui a été conçu par Sologne Nature Environnement,
Et le geste préventif qu'on a pu faire, l'atelier, c'était la fabrication d'un dentifrice, d'une lessive et d'un liquide vaisselle. Vous voyez en image le livret conçu par SNF, ouvert ici avec l'atelier de fabrication là ça doit être la lessive. Et on a demandé à la bibliothèque locale de cette autre ville, deuxième ville, parce qu'on a choisi une ville qui à chaque atelier, on choisissait une ville qui permettait de représenter un peu tous les endroits du territoire, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et la bibliothèque locale de la ville a fait une sélection de livres qui pouvaient être disponibles après, en fonction du lieu de vie des habitants, pour pouvoir aller les emprunter. Atelier numéro 4, le nom « Un infanterie, un panier, des courses réinventées ». Alors, logo, notre logo. Cette fois-ci, on a été chercher un partenaire qui est un supermarché, le supermarché avec l'enseigne Auchan, qui se trouve dans une ville de notre territoire, associé à la maison des animations sociales et solidaires de la ville, parce que notre atelier a eu lieu dans le supermarché, ce qui a valu une rencontre avec ce supermarché. Et il a pu nous faire rentrer dans les coulisses, nous montrer les actions que fait cette enseigne. Et ensuite, l'atelier a eu lieu en fait dans les rayons du supermarché, puisqu'on a observé les logos environnementaux. Alors, on s'est appuyé sur un feuillet qui a été conçu par Citeo, un éco-organisme d'État, et aussi par une clé pour agir de l'ADEME. Voilà, ça permet de voir au moment où on fait un achat, en fait, pour devenir consommateur, en fait, de pouvoir appuyer des achats, en fait, on va dire plus citoyens ou respectueux, en tout cas une intention soit de respecter l'environnement, sa fabrication. Donc on peut s'appuyer par exemple sur les écolabels, comme vous le voyez là, avec un support de l'ADEME qui permet de monter tout ça. Et dans le feuillet qu'on a conçu, là c'est un extrait simplement. Vous pouvez voir que les logos pour les consignes de tri évoluent, changent. Les logos pour le compostage évoluent et changent. Voilà, vous voyez cette poubelle barrée qui indique en fait qu'il y a des objets qui sont interdits à la collecte des ordures ménagères et qui doivent aller en déchetterie. Donc selon les matières plastiques, selon les emballages qui ont été faits en plastique, selon si c'est en papier, etc., on a pu décrypter tout ça et déjouer en fait les pièges du distributeur et devenir consommateur. L'atelier numéro 5 qui est la clôture, donc on le compte comme un atelier. Cette fois-ci, c'est la recyclerie qui nous a accueillis et la salle des fêtes parce qu'on a pu faire quand même un temps d'atelier avant, toujours sur inscription et ouvert à tous avec une limite de 12 places qui reste confortable. Donc ça a permis de faire la rétrospective du défi en images, en résultats. On a pu utiliser des outils pédagogiques qui sont là plus axés sur les enfants, par exemple, on en a. Donc vu que c'est un atelier qui a été organisé un samedi, c'était beaucoup plus ouvert aux familles. Et Mille et un Partage a fait des ateliers comme le temps de décomposition des déchets et le geste préventif, c'était la fabrication d'un tawashi. Donc ça, c'est les ateliers qu'on a pu faire un temps ensemble, qui a permis de découvrir encore plus les participants. Et ça, c'est en deuxième temps, il y a eu vraiment la visite guidée des coulisses de la recyclerie, organisée par les services civiques et les bénévoles de l'association. Et on a pu clôturer tout ça avec un apéritif partagé, en voulant manger local, sans emballage, pour appuyer encore plus notre défi citoyen zéro déchet. Vous voyez en image la photo de groupe finale, l'atelier de la fabrication des tawashi. Ça vous donne des exemples en fait d'ateliers. Donc dans cette construction du défi, donc, même le SMICTOM de Sologne est bien porteur du projet.
Les rôles ont été définis au moment de l'organisation. Donc, ils coordonnent les temps d'échange, les réunions nécessaires à l'organisation du bon déroulement. On a pu gérer la logistique des ateliers pratiques, donc définir les lieux, réserver les salles, et ainsi que la co-animation avec nos deux partenaires, Solone Nature Environnement et Emilien Partage. Et on a pris en charge aussi du matériel du kit de démarrage, parce qu'on a voulu offrir en fait un kit d'accueil. Dedans, on voit bien un peson, un sac en tissu. Je vous le montrerai en image après. On a été le relais de la communication avec nos propres réseaux, sachant que Solone Environnement l'a fait avec son réseau à lui, et Emilien Partage aussi. Donc on a pu faire un boîtage, un mailing aux 24 communes. On a pu constater très rapidement que la fonction panneau pocket a été utilisée. Et voilà, des participants sont passés aussi par ce biais de communication. Et on réalisera une réunion bilan dès que possible en fonction de nos emplois du temps respectifs. Donc Solone Nature Environnement a co-animé les ateliers pratiques conjointement avec moi-même et l'association Emilien Partage. C'est Solone Nature Environnement qui a créé le visuel de la communication, qui l'a diffusé. Elle a aussi géré, l'animatrice a géré la plateforme en ligne des clics, avec qui on a chacun signé une convention pour pouvoir y accéder. Et l'animatrice a cherché les partenaires financiers. Alors, le budget prévisionnel avec les intentions pour payer les prestations de SNE aussi en sous-traitance Emilien Partage. Vous voyez les chiffres, 1590 €. On a le kit d'accueil à une valeur à peu près de 300 € pour 50 sacs et 10 pesons qui sont prêtés avec un total de 1890 €. Le SMICTOM a financé la totalité. Voilà, au niveau du plan de communication, c'est sûr que là, la semaine numéro 46, ça vous parle un peu moins, mais ça dit qu'on a quand même à un moment donné fixé une semaine pour envoyer tout ça, envoyer les affiches, etc., pour être prêt pour le 11 décembre 2021. Voici l'affiche qui a été conçue. On a pu l'utiliser à chaque atelier en changeant le texte, en annonçant le type d'atelier, l'heure, les conditions d'accès. Voici le sac qui a été conçu pour ce défi, avec le logo. Et voici en image le peson utilisé pour pouvoir peser les déchets, parce que dans le mois de lancement, ils devaient ne rien changer dans leur geste de déchets générés. Donc le mois de lancement est un mois de référence. Ils devaient peser leurs ordures ménagères et leurs emballages, et dès qu'ils pouvaient, en fait, dès le second mois, appliquer des éco-gestes qu'on leur donnait pour essayer de réduire tant qu'ils pouvaient la quantité des déchets. Donc un peson a été prêté. Voilà ce que je peux dire du défi, en espérant que... Merci pour votre attention. Je suis Pauline Darmancourt, chargée de mission mobilisation citoyenne et communication au sein de l'Agence régionale de la biodiversité. Peut-être que certains d'entre vous étaient présents au précédent webinaire dédié aux défis citoyens pour le climat. Donc, je vais vous présenter de manière succincte ce qui a peut-être déjà été dit la précédente fois pour que chacun ait la même information, et puis vous faire part d'un retour d'expérience porté par l'URCPE, l'Union régionale des centres permanents d'initiative en environnement, qui sont membres notamment de l'Agence régionale de la biodiversité, et qui ont, sur l'année précédente, en 2021, testé un format de défi dédié à la biodiversité. Alors, nous, notre défi biodiversité, il s'inscrit effectivement dans cette même dynamique des défis citoyens pour le climat,
sachant qu'il a une particularité, c'est que ce n'est pas un défi avec un compteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comptabiliser le nombre d'espèces par rapport à un éco-geste, on va plutôt dire les choses comme ça, par rapport à un éco-geste, l'impact réel et mesurable dans le temps sur les espèces, les habitats, les milieux, etc. Mais ceci étant, on tend effectivement, par les formats de défis, à, comme disait Pascaline, accompagner des publics à modifier leur comportement, sachant que la modification des comportements sur la biodiversité, elle est nécessairement introduite par un partage des connaissances et quand même une sensibilisation. Parce que la thématique énergie, déchets ou d'autres sont des thématiques qui sont quand même très connues dans le temps, pour lesquelles il y a déjà eu de nombreuses campagnes de communication et par de multiples acteurs au niveau national comme local. Beaucoup de citoyens aujourd'hui savent quels sont les impacts des consommations d'énergie ou de production de déchets sur le climat ou sur la nature. Ceci étant, sur la biodiversité, il y a des connaissances qui sont un petit peu plus complexes parce qu'effectivement, ça nécessite de connaître ce qu'est la biodiversité. Donc, c'est effectivement pas que les espèces animales ou végétales, mais c'est avant tout en priorité les milieux naturels dans lesquels ces espèces vivent et dont nous faisons partie. Donc, relier aussi l'humanité dans toute cette sphère et pas voir que la dimension environnement, écosystème ou espèces d'un côté, mais vraiment voir les choses comme une globalité. Donc, les espèces qui sont en interaction permanente avec les milieux et les milieux qui permettent d'abriter et de faire vivre toutes ces espèces, les alimenter, se reproduire, etc. Sachant que sur la biodiversité aussi, il y a la définition, c'est aussi la diversité des espèces sur le plan génétique. Et donc, souvent, en biodiversité, il y a beaucoup d'éco-gestes qui sont partagés. Alors, chacun peut connaître le fait d'implanter un nichoir à oiseaux dans son jardin, d'éviter d'utiliser des pesticides, et puis les différentes lois sur le zéro phyto, notamment dans les communes, ont participé justement aussi à des changements de pratiques de gestion dans les espaces communaux, donc qui peuvent amener aussi les citoyens à se dire tiens, moi aussi, pourquoi pas dans mon jardin, et maintenant que c'est de toute façon interdit d'avoir des produits phytosanitaires, ça oblige à avoir d'autres pratiques. Mais souvent, il peut y avoir aussi des prêts-à-penser sur quels sont les éco-gestes un petit peu à la mode pour sauver les espèces. Alors, il y a j'ai pas l'auteur, mais quelques exemples, par exemple, sur les insectes pollinisateurs. Si on compare le fait d'implanter des ruches et de considérer que l'implantation des ruches va sauver les abeilles, c'est un écueil parce qu'effectivement, ce serait considéré qu'on va sauver les oiseaux en élevant des poules. Et donc, c'est effectivement réussir à faire comprendre cette complexité tout en la rendant accessible le plus possible et ludique le plus possible, pas voir la biodiversité comme quelque chose de trop complexe ou un sujet de spécialiste, mais d'avoir comme ça des analogies qui font que oui, il y a des éco-gestes qui sont favorables à la biodiversité, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas si favorables que ça. Donc si on reprend l'exemple de l'abeille, effectivement, avant d'implanter des ruches, il faut déjà surtout avoir des plantes mellifères et donc avoir effectivement une diversité floristique à toute époque de l'année, et donc plutôt travailler sur aussi la gestion des espaces, des jardins, des milieux, et favoriser aussi les habitats pour les insectes pollinisateurs, savoir quels sont les insectes pollinisateurs, savoir comment est-ce qu'interagissent les insectes et la flore, comment est-ce qu'interagissent les espèces d'oiseaux, comment reconnaître un oiseau, donc une tourterelle d'un merle. Bon, c'est des oiseaux communs qu'on peut avoir aussi dans les villes, mais ça devient des fois un petit peu plus complexe sur d'autres espèces d'oiseaux qui sont soit des espèces protégées, soit pas suffisamment encore sur lesquelles il n'y a pas forcément de plan
à proprement parler. Et voilà. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec le défi biodiversité, on ne peut pas être sur un défi où on va parler que des éco-gestes dédiés aux oiseaux ou que des éco-gestes dédiés aux insectes pollinisateurs. Il faut qu'on puisse proposer un mixte. Et ce mixte, c'est pas uniquement en termes d'éco-gestes, c'est aussi en termes de dynamique d'action, dynamique collective, qu'est-ce que chaque citoyen individuellement ou collectivement peut faire à son échelle. Donc la biodiversité, elle est très très reliée aussi à la dimension de territoire, parce qu'effectivement, qu'on habite dans un centre-ville ou plutôt en commune rurale avec des grands espaces autour, la biodiversité présente autour de chez soi n'est pas la même. Et qu'on soit en appartement ou en maison, et effectivement, on a une interaction avec le monde vivant qui n'est pas tout à fait la même. Donc, il y a le fait que réduire ses consommations d'énergie, de déchets, participe aussi à préserver la biodiversité, ça c'est un fait, puisque nos modes de consommation ont un impact direct sur la perte de biodiversité. Effectivement, toutes les actions défi énergie, défi biodiversité, elles aussi pour nous, elles sont tout à fait favorables à la biodiversité, et on va s'attacher plutôt dans nos actions défi biodiversité à ce qui peut être en lien direct avec un territoire, avec des espèces connues ou à connaître. Donc, partant de ça, on s'est dit qu'il y a différents formats qui existent en termes de défis biodiversité qui ont été testés à l'échelle nationale ou régionale. Et puis, il y a aussi déjà des actions qui sont portées par des collectivités ou par des associations naturalistes ou par des collectifs d'habitants, et qu'il s'agit de faire davantage connaître et amplifier un peu partout. Donc, si je vous présente par exemple des typologies de défis, donc à proprement parler, là on est sur ce que disait Pascaline aussi, c'est sur la question de l'accompagnement, et donc dans du temps long, où c'est sur plusieurs mois à minima, et avec un groupe de citoyens constitués, soit des gens qui se connaissent ou pas. Donc on va avoir une animation qui va être à la fois sur des actions individuelles, où effectivement on va demander à des familles, à des habitants d'observer des pratiques ou de s'inscrire individuellement dans des actions. Donc typiquement, dresser un inventaire de la biodiversité de son jardin, quelles sont les plantes qui sont présentes dans mon jardin, comment est-ce qu'est répartie l'eau sur mon jardin, quels sont les insectes que j'ai pu référencer, etc. Donc typiquement ce type d'inventaire, soit à une échelle individuelle, soit à une échelle plus collective, où là l'inventaire pourrait être porté sur un territoire communal. Donc il existe notamment les inventaires de la biodiversité communale ou les atlas de la biodiversité communale que certaines communes ont mis en œuvre, et puis d'autres qui n'ont pas encore mis en place ce type de projet, et ça peut être un moyen justement à partir d'un inventaire de proposer en parallèle pour la mobilisation citoyenne un défi biodiversité. On a donc ce que je disais, des actions individuelles, et puis qui peuvent être couplées à des actions collectives si on est sur une version d'inventaire, mais on a aussi d'autres actions plus collective, participative, si on peut dire, c'est-à-dire un chantier à proprement parler, donc une restauration de mares, une plantation d'œufs et arrachage d'herbes, d'espèces exotiques envahissantes, par exemple le raisin d'Amérique, si je devais en citer qu'un. Voilà, essayer un peu d'identifier quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité pour y remédier, et puis les actions positives qui pourraient la favoriser, la restaurer ou la préserver pour les mettre en œuvre. Donc, le faire de façon participative sous format de chantier, où là, effectivement, le chantier participatif, ça peut être un défi en soi qui est sur un temps donné de quelques semaines à plusieurs mois, parce qu'il faut faire l'inventaire sur le terrain, préparer le terrain, travailler avec des écologues, et puis ensuite, effectivement, choisir les essences qui vont être plantées, si je prends la haie, par exemple, et puis faire ce chantier collectivement, se donner rendez-vous une journée, avoir le matériel adéquat, commencer à creuser, planter, arroser, et puis suivre aussi, une fois que c'est planté, suivre l'évolution de cette haie, comment est-ce qu'elle résiste aux aléas climatiques, quels sont les apports qu'on pourrait faire, etc. Donc voilà, le chantier participatif en soi, c'est quelque chose à définir
Est-ce que le défi en tant que tel, c'est le jour J, on plante, ou est-ce que c'est plutôt où on investit un collectif de citoyens dans une démarche de chantier participatif à l'échelle d'un territoire? Ça, d'une commune à l'autre, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment de chacun. Il y a des communes pour lesquelles même le tracé, la constitution de la haie, etc., a été clairement défini avec un collectif d'habitants dans un quartier résidentiel très très en amont, et puis d'autres fois c'est plus événementiel. Et puis dans ce format de défi biodiversité positive, on a ce que disait Pascaline aussi, des temps de rencontres thématiques avec des ateliers, et puis bien évidemment un événement de lancement, un événement de clôture. Donc, ce défi famille à biodiversité positive, il existe à l'échelle nationale, il est porté, financé par l'Office français par la biodiversité et porté par les parcs naturels régionaux. Il y a une convention qui est passée entre les parcs naturels régionaux et l'OFB, et puis ça permet d'octroyer des financements et un accompagnement, et aussi des supports de communication. Sachant que même pour aller plus loin sur ce défi biodiversité, il y a une démarche qui est une démarche de recherche qui a été conduite, qui est en partenariat en ce moment entre l'IBES, le MNHN et l'Office français pour la biodiversité, c'est-à-dire qu'à partir de ce défi, comment est-ce que finalement on a des données sociologiques, environnementales qui peuvent participer à de la connaissance scientifique sur effectivement l'intérêt de mettre en place des défis citoyens pour œuvrer en faveur de la biodiversité. Donc là, il y a une démarche de recherche qui se met en place avec la Fondation Biodiversité pour la recherche de la biodiversité. Et puis, on a des déclinaisons communales qui existent. Donc, par exemple, Lorient, qui s'est inspiré de ce défi famille à biodiversité positive tel que je vous l'ai présenté, et qui, sur son territoire, a constitué son propre défi, défini ses objectifs, défini le territoire en question, les types de publics, le nombre de familles, donc c'est une vingtaine de familles, le temps donné, la contractualisation avec l'association naturaliste qui peut accompagner la mise en œuvre de ces défis, et puis les thématiques, les formats d'animation, les ateliers, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été plutôt sur mesure pour une commune qui s'est rapprochée d'un acteur et qui a élaboré un défi adapté à son territoire et à ses priorités en matière de politique de la ville, en matière de politique environnementale. Et puis, on a un autre format de défi qui est celui qui a été testé l'année dernière par l'Union régionale des CPIE, où dans la démarche portée par l'URCPIE, c'était de contractualiser, de mettre en place un partenariat, alors qui était engageant sur la thématique et sur la mise en œuvre et le temps, mais pas forcément sur un plan financier. C'était effectivement de démarcher 2 communes qui n'avaient pas encore d'inventaire biodiversité communal, pas encore une politique biodiversité constituée, affirmée, et donc c'était quelque part l'occasion de faire émerger au sein d'un territoire et avec des élus et des chargés de mission, enfin des services, un début d'action, un début de politique, et puis voir un petit peu de ce que ça allait donner, planter des graines et voir ce qui allait en germer, voir ce que ça allait donner à la fois au niveau de la collectivité et puis à la fois au niveau des habitants. Et donc, sur un temps donné, donc de juin à septembre, l'objectif, c'était autour de 6 journées thématiques, de rassembler un maximum d'habitants, de les inviter à 6 journées thématiques qu'ils pouvaient faire de façon événementielle, soit une journée, soit les 6. Le temps d'implication et d'inscription à ce défi n'était pas déterminé avec des prérequis et des niveaux. Chacun pouvait participer à la journée de son choix ou faire l'ensemble du parcours. Et sur ces 6 journées, en fait, c'était la mise en place d'inventaires participatifs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, regarder un petit peu dans un environnement donné quelles sont les espèces, un maximum d'espèces, identifier plus d'une centaine d'espèces sur une journée, toutes variées, que ce soit faune, flore, insectes, oiseaux, tout type d'espèces. Qu'est-ce qu'on a sur un territoire donné ? Ponctué de balades accompagnées, donc, et puis de mini-formations naturalistes, comment
avoir des clés de détermination, observer une espèce, dans quel type de milieu est-ce qu'elle habite, et de quoi est-ce qu'elle se nourrit, donc qu'est-ce qui lui est vraiment favorable. Enfin voilà, comprendre un petit peu les interactions entre toutes ces espèces et tous ces milieux. Et puis, qu'il y ait sur ce site communal à proprement parler un enjeu ou non, un enjeu de biodiversité connu ou pas encore connu, ou que ce soit tout simplement un espace naturel ou un jardin public ouvert à tous et dont il s'agit de faire un petit peu la caractérisation, la photographie à un instant T. Mais d'autres espaces pouvaient être à plus fort enjeu parce qu'on était sur des zones humides, parce qu'il y avait effectivement des enjeux de continuité écologique. Enfin voilà, ça dépend vraiment des échanges préalables entre la commune et l'association naturaliste qui les a démarchés. Alors, je vous parlais de nature d'action possible. Il y a au niveau individuel, dans un défi, on peut s'informer et se former. Tout à l'heure, je vous disais, typiquement, savoir reconnaître une espèce et comprendre son mode de vie. Par exemple, le hérisson. Le hérisson, quel est le type d'habitat, comment est-ce qu'il se nourrit, parce que sur le hérisson, on voit beaucoup de choses, hein. Il faudrait nourrir les hérissons et leur donner des croquettes pour chat, mais la priorité, ce serait plutôt déjà de leur donner de l'eau, d'essayer d'éviter au maximum les clôtures pour qu'elles puissent traverser les jardins, laisser du bois mort, attention à ne pas tailler la haie. Enfin, voilà. Et donc, autour comme ça, ne serait-ce que d'une espèce, commencer à se former et s'informer de qu'est-ce qui lui correspond et quels seraient les bons gestes. Les bons gestes au jardin, effectivement, commencer à les détailler. Il y a des choses qu'on connaît, je vous parlais de nichoirs. Et puis, si on va un petit peu plus précisément, des plantations locales. Qu'est-ce qu'on veut dire par plantation locale? Alors, nous, à l'Agence régionale de la biodiversité, on édite un guide qui s'appelle Planter local, qui référence par différents bassins les espèces endémiques de ces bassins-là, et du coup de prioriser par exemple dans une plantation de haies tel type d'arbuste parce que c'est adapté au sol, c'est adapté à son milieu global, c'est adapté aux espèces présentes, et en plus de ça la graine ou le plant, il est vraiment issu d'une production locale et c'est pas une espèce exotique qu'elle soit envahissante ou pas, mais en tout cas une espèce issue d'un autre territoire. Et donc, nous, notre objectif avec cet outil, c'est vraiment de sensibiliser au maximum les porteurs de projets, qu'ils soient collectivités ou citoyens, à faire des choix éclairés d'espèces locales. Typiquement, c'est un éco-geste et c'est aussi, ça demande un petit peu d'information, de ressources et pourquoi pas d'accompagnement. Réduire la tonte dans son jardin et puis observer ce qui s'y passe. Moi, j'ai fait ce test, par exemple, j'ai eu une colonie astronomique d'oiseaux parce que justement, il y avait des insectes. Et donc, de voir qu'effectivement, tondre la pelouse, ce n'est pas uniquement que pour la flore, mais ça a aussi un effet très positif tout de suite sur l'entomofaune et la vifaune. Donc, les insectes et les oiseaux. Comment est-ce qu'on récupère de l'eau de pluie et comment est-ce qu'on peut infiltrer l'eau à la parcelle. Enfin, voilà, typiquement des éco-gestes qui sont favorables à la biodiversité et qui peuvent être proposés au sein d'un défi. Et puis, sur un plan collectif, des natures d'action possibles, j'en ai cité tout à l'heure, les chantiers nature, plantation de haies, restauration de mares, des inventaires. Il y a aussi des programmes de sciences participatives qui existent, qui sont portés à un niveau national ou local, parce que effectivement, vous avez l'URCPIE notamment qui anime un dragon dans mon jardin, donc pouvoir identifier quels sont les reptiles présents dans les jardins, qui sont des espèces malheureusement très menacées et qui subissent une représentation négative de l'espèce alors qu'elles sont, y compris les serpents, les vipères et les couleuvres. D'abord, différencier un serpent, une couleuvre d'une vipère, c'est pas donné à chacun, mais se dire qu'une vipère c'est quand même une espèce menacée et protégée, c'est encore moins dans l'esprit de chacun. Et donc parce que ce sont des espèces qui malheureusement ont une connotation. Et donc, effectivement, tous ces programmes de sciences participatives, alors que ce soit au niveau national avec l'INPN, l'Institut national de protection de la nature, avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, avec tout un tas d'acteurs qui vont proposer des programmes de sciences participatives, ou l'OPI, l'Office pour la protection des insectes.
voilà, il y a des programmes de sciences participatives qui existent et puis il y a des choses qui peuvent être complètement déclinées parce qu'au niveau local, il y a un acteur local qui va justement animer quelque chose et être dans un suivi naturaliste. Et puis, on a aussi d'autres actions de type sortie naturaliste. Je ne vais pas aller plus loin puisque j'ai finalement anticipé ma slide suivante. Oui. Fais attention au temps pour qu'il y ait un petit temps d'échange quand même à l'issue des présentations. Excuse-moi, je te contrains un peu. Merci. Alors, là, je vous montre très, très succinctement. On a fait, pour concevoir ce défi biodiversité, un sondage auprès d'un panel de familles. Alors, il y avait moitié-moitié des familles déjà impliquées sur les thématiques biodiversité, membres d'une association, et puis d'autre part, des personnes lambda qui nous ont répondu via les réseaux sociaux et qui s'intéressent à la thématique, mais sans forcément être déjà impliquées. Ce qui ressort de cette étude, c'est que tous considèrent que la première action pour la biodiversité, c'est de découvrir ce qui est près de chez soi et mieux connaître et agir à son échelle. Les thèmes qui les intéressent le plus vont être les milieux naturels et puis la petite faune en ville et au jardin. Et puis, les intérêts de participer à un défi, ça va être de rejoindre une dynamique collective et puis de pouvoir rencontrer au niveau local des acteurs ressources. Et enfin, ce qu'ils souhaiteraient faire le plus dans un défi biodiversité, ça va être des inventaires de biodiversité, des sorties naturalistes et puis des éco-gestes. On a aussi une répartition sur le temps, c'est très hétérogène entre ceux qui veulent bien s'investir sur plusieurs mois ou ceux qui préféreraient plutôt une action ponctuelle. Les enfants prennent une place importante aussi dans l'implication dans un défi, puisque ça peut être vu comme une source d'activité familiale et de sensibilisation, éducation des plus jeunes. Sur un défi biodiversité, là c'est un schéma très grossier, mais qui peut être porteur d'un défi? Alors, soit, comme je vous ai dit, il y a l'association locale qui est motrice, type l'URCPE, et qui va démarcher une collectivité pour monter quelque chose de commun. Soit ça peut être la collectivité elle-même qui va avoir envie de lancer un défi et plutôt aller regarder quels sont les types de formats qui existent pour pouvoir concevoir un défi. Et donc, si c'est effectivement votre cas, ne pas hésiter à se rapprocher de l'Agence régionale de la biodiversité pour commencer à réfléchir au projet et puis contacter les associations naturalistes proches de chez vous pour concevoir ce projet. Et puis, ça peut être aussi un autre porteur de projet, un collectif citoyen déjà constitué qui a envie de faire quelque chose à l'échelle de sa commune ou de son quartier, ou un comité de quartier, ce qui a été le cas, j'ai été démarchée ici à Orléans, parce qu'il y a un comité de quartier qui commence à réfléchir et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que nous, on a besoin d'animer le quartier, et puis on pourrait du coup, après coup, contacter la ville, et voilà. Donc, différents porteurs de projets, de défis. Ce qui est très intéressant avec l'échelle du quartier, c'est que effectivement, on a un public plus ou moins captif, c'est-à-dire que ça dépend de la nature du quartier, si ce sont des habitations individuelles ou collectives sur le plan majoritaire, mais effectivement, on a quand même cette échelle de territoire, donc d'appropriation directe de l'action et du résultat. Et puis, les différents publics. Donc, pour le défi biodiversité, on considère que effectivement, c'est l'ensemble des habitants, qu'ils soient de tout type de quartier résidentiel, de tout type de catégories socio-professionnelles. Mais disons que là, le choix du public, il va aussi être déterminé par la collectivité et par son partenaire, association ou comité de quartier, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, ça fait partie de la politique de la ville et de se dire, tiens, peut-être qu'il y a une priorité vers ce public-là parce qu'on est dans un quartier très résidentiel et qu'à un moment donné, il y a peut-être plus de choses à faire au jardin. Puis au contraire, se dire, non, il vaut mieux privilégier un quartier où il y a plusieurs habitats collectifs et un jardin et un espace public partagé et donc des pratiques et des connaissances à mettre en commun. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de créer du lien avec ces habitants qui sont parfois éloignés de la thématique, mais parfois aussi éloignés des relations avec la commune. Donc, c'est le défi biodiversité, comme les autres défis, c'est vraiment
vraiment un outil d'animation et de mobilisation citoyenne au plus près des publics. Et puis, j'ai mis école et entreprise parce qu'effectivement, on peut très bien se dire, alors même si ce n'est pas le public prioritaire, mais qu'à un moment donné, il peut y avoir dans un défi un partenariat avec une entreprise. C'est notamment le cas pour un PNR qui a fait le défi Famille à Biodiversité Positive, qui a démarché des entreprises pour avoir une sorte de mécénat. Donc ce qui s'appelle le mécénat naturel, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis pourquoi pas mobiliser plusieurs écoles à ce défi biodiversité qui est encore différent de l'éducation à l'environnement et qui peut être un projet qui est une façon, de toucher les familles, parce qu'il y a la communication directe et l'implication des enfants et des enseignants, ou deux, de toucher plusieurs écoles et de faire un projet plutôt école. Donc, voilà, j'ai laissé ça, sachant que nous, la priorité, c'est déjà de commencer par les habitants. Voilà, vous dire, sans rentrer dans le détail, que maintenant, on s'attelle à prendre connaissance de vos besoins en tant que collectivité ou porteur de projets biodiversité pour animer un défi biodiversité sur votre territoire. De quoi auriez-vous besoin en termes d'accompagnement, d'outils, de ressources, sur quel type de format vous souhaiteriez aller, quel serait un petit peu le rôle que vous souhaiteriez endosser. Pascaline a évoqué tout à l'heure différents rôles. Alors, pour la collectivité ou un porteur de projet, il y a 3 grandes catégories. Il y a la coordination générale de ce projet, c'est-à-dire de l'écriture à la mise en œuvre. 2, la communication. Donc ça, c'est quand même un volet très important parce que typiquement, une collectivité, même si elle est démarchée par une association et met à disposition un espace, on attend quand même d'elle qu'elle soit moteur dans la communication avec un relais sur ses dispositifs de communication et puis présente à certaines opérations et du coup se saisir aussi de cela pour pouvoir échanger en conseil municipal, participer au bilan, voir quelles pourraient être les évolutions pour l'année suivante, etc. Et puis, il y a une 3e mission, c'est l'animation, donc la relation directe aux familles et la mise en place des ateliers et des actions, qui est plutôt celle-ci déléguée à une association, qu'elle soit une association de quartier ou une association naturaliste. Dans notre cas, sur la biodiversité, l'association naturaliste paraît être un partenaire quand même prioritaire. Mais il peut y avoir plusieurs partenaires et donc se dire on a une association naturaliste, un comité de quartier ou une association culturelle parce qu'effectivement c'est intéressant aussi de croiser la thématique avec une dimension artistique par exemple. Enfin, voilà. Donc on se laisse vraiment cette ouverture puisqu'effectivement on ne peut pas sur un tableau Excel quantifier que telle économie d'énergie a pu être réalisée par tel nombre d'habitants. En biodiversité, on ne peut pas transposer. Donc, on souhaite vraiment que le défi biodiversité soit le plus vivant et le plus réel par rapport aux enjeux du territoire. Vincent ? Oui, j'ai une petite question parce que bon, c'est un peu dans le cadre de mon mandat au sein du Césaire, enfin, vous connaissez tous, hein. C'était un peu parti sur un défi, mais plus sur le tri et le recyclage, et en particulier des déchets. Au niveau de chaque particulier, on a souvent le problème de savoir comment séparer pour qu'il y ait un circuit très, je dirais, propre entre l'emballage et le déchet organique, et en particulier sur le plastique. Le souci, c'est le traitement de ce plastique. Et souvent, je dirais, la destination, c'est soit la déchetterie, soit effectivement les SICTOM. Et donc, dans le cas du Césaire, j'ai proposé, et c'est retenu, hein, et on va commencer le sujet en septembre, c'est comment harmoniser et comment avoir un circuit qui pourrait être, à la limite, industrialisé, mais tout cela nécessite une coordination. Pour gérer à la limite les circuits entre déchetterie, SICTOM et collectivités, en tout cas les métropoles, puisque tout ça c'est séparé, pour avoir, puisque l'occasion d'un webinaire, et pas d'un webinaire, d'une rencontre, j'ai appris que certains SICTOM savaient traiter des plastiques, d'autres savaient traiter certains domaines, et donc ça reste, comment je veux dire, localisé. Et donc, la démarche, alors, je le mets un peu dans le temps de défi, et on est un petit peu en
en aparté par rapport à vos propos, mais parce que là, c'est plus destiné aux citoyens. Mais je pense que la dimension territoriale, région et métropole, pour moi, est un souci, mais qui concerne plus mon mandat, puisque je suis dans une collectivité, pour mettre en relation l'ensemble des intervenants de ce domaine-là, pour pourquoi pas coordonner des structures qui, à partir du moment où on s'est prêté, je prends l'exemple des plastiques à un endroit, c'était du côté de Tours, je crois, pourquoi pas, ça ne peut pas se généraliser, donc ça veut dire collecte, ça veut dire publicité, ça touche tous les schémas que vous avez décrits, et à la limite, permettre au grand public, parce que c'est souvent la difficulté, c'est de savoir finalement si son acte a un bien fondé pour le poursuivre et le développer. Et c'est la grande difficulté. Donc, si jamais on a ces possibilités de coordination qui sont dans les domaines, je dirais, entreprises, puisqu'on peut avoir tout ce domaine-là, et qui se met en place, eh bien, on offre la possibilité et après, je dirais, on facilite le recours au niveau du citoyen pour que, et c'est la grande question qui se pose, souvent, le citoyen se dit, mais pourquoi séparer, pourquoi faire ça si jamais il n'y a pas de continuité dans l'acte et dans la résolution. Donc voilà, c'est un peu la corrélation entre le citoyen qui est en bout de chaîne et puis finalement toute la filière qu'il faut développer. Donc voilà, je veux parler de ce défi qui va démarrer et j'aurais besoin donc dans le cadre de ce contexte-là, parce que je me suis mis un peu en leader sur le sujet, et bien ça sera d'avoir des contacts de tous les SICTOM qui peuvent être au niveau de la région, au niveau des métropoles peut-être, pour avoir des auditions, pour avoir une coordination qui pourrait se développer, soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle peut-être de plusieurs métropoles. Il faut, je dirais, donner de l'ambition, mais se donner le temps pour pouvoir développer, je dirais, tout un circuit qui va, je dirais, faciliter la biodiversité à l'échelle citoyenne, mais donner les moyens derrière en termes de structure pour y répondre. Merci, Monsieur Vincent, pour ce complément d'information. Je voyais aussi Madame Gay du CDPNE. Oui, bonjour. J'avais des questions sur le défi biodiversité. J'avais, je crois, compris lors de du dernier webinaire qu'un appel à projet était en préparation pour la fin de l'année. Donc, je voulais en savoir un petit peu plus et plus généralement savoir un petit peu quelles étaient les pistes de financement pour ce type de défi. Merci. Alors, pour ce qui concerne l'appel à projet, donc là, ce qu'on va aussi vous faire passer bien avant, c'est le questionnaire qui recense toutes les questions qu'on vous pose pour pouvoir finaliser cet appel à projet, enfin, bien identifier vos besoins et puis les rôles, etc., ce que je disais juste avant. Et donc, l'idée, c'est de lancer un appel à projet cet automne qui s'adresse à la fois aux collectivités et aux associations pour qu'effectivement des projets émergent dans les territoires. Donc là, il n'est pas encore écrit. Et concernant le financement, là, on est dans le cadre d'intervention proposé par la région, donc pour les collectivités de moins de 40 000 habitants et puis pour les associations, qu'elles soient ou non convention verte. Donc, oui. Julie, si tu peux repréciser. Ouais, je peux compléter. En fait, on a un cadre d'intervention mobilisation citoyenne pour le climat et la transition écologique à la région. Et on peut soutenir des projets comme Lorraine a pu faire sur le SMICTOM. Hein. Donc, on subventionne les associations ou les collectivités de moins de 40 000 habitants, avec une base subventionnable de projet qui est plafonnée à 5 000 € et on intervient à hauteur de 50% maximum dessus. Voilà. Donc, il faut aussi l'anticiper. Hein. Donc, comme Pascaline disait tout à l'heure, quand on réfléchit aux compétences, aux moyens humains, on pense aussi aux moyens financiers. Et donc, dans ces cas-là, il faut vite prendre contact avec nous parce qu'on peut être aussi le petit coup de pouce pour lancer des projets. Vous pouvez aussi l'inscrire dans le cadre du programme d'action de la Convention verte que vous avez avec la région aussi.
voilà, qui peut être aussi parfois plus intéressante pour vous. Très bien. Merci beaucoup. Et puis après, les questions de financement vont aussi beaucoup dépendre des moyens alloués par la collectivité elle-même si elle souhaite abonder. Et puis le fait, pourquoi pas, comme je disais, avoir un mécène. Alors bon, là, c'est peut-être très anticipé pour l'instant, mais c'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer, puisqu'il y a des retours d'expérience concrets qui se sont faits, notamment à travers le défi biodiversité avec le PNR de l'Avesnois, notamment. Donc, pas hésiter à vous rapprocher d'eux si vous souhaitez savoir un petit peu comment est-ce qu'ils ont réussi à démarcher des entreprises. Très bien, merci beaucoup. Et puis nous, de notre côté, ça fait partie des actions qui sont en cours d'élaboration au sein de l'ARB, de mobiliser aussi les entreprises. Alors, ce ne sera pas prêt pour le lancement de ce défi, mais on peut se dire que ça peut être aussi un cadre d'ici 2, 3 ans, 5 ans, je sais pas. Ok, très bien. Merci. Merci. Alors, je regarde dans le fil de discussion. Madame Pierre, vous voulez poser votre question ou je la lis? Je peux la poser si vous voulez. Oui, non, moi je me demandais pour le défi énergie, effectivement, quelles étaient les pistes de financement et quel pourrait être le reste à charge pour un EPCI. Alors là, c'est pareil, vous avez le cadre d'intervention de la région parce que c'est tout thème confondu. Donc, vous pouvez aussi déposer une demande de subvention dans ce cadre-là. Après, sur un défi énergie, Pascaline, est-ce que tu as des chiffres particuliers sur ce défi-là? Alors, sur les pistes de montage qui peut y avoir, ça dépend enfin, je sais pas trop sur quelle structure vous êtes, je veux dire collectivité. Ça dépend des financements que vous avez par ailleurs. On a eu pas mal de défis qui ont été financés dans le cadre des cotes, plan climat financé par l'ADEME, des territoires et énergie pour la croissance verte, des appels à projets qu'il peut y avoir pour l'ADEME. Donc, si vous en avez, pourquoi pas. Et puis, on a certains territoires, mais là, ça dépend grandement des régions et je ne sais pas comment c'est dans la région centre, où un certain nombre d'animations peuvent être financées dans le cadre c'est précis, des actes C1 du SAR maintenant. Donc, il y a comme ça un cofinancement possible. Voilà ce que j'ai comme piste. Après, sur les montants, sur les défis énergie, tout dépend de qui le fait, quelles structures le font, est-ce que c'est vous en interne ou pas. Et sur les montants généraux, moi j'ai eu des défis qui étaient à 50 € et j'ai des défis qui étaient à 50 000 €. Donc là, c'est à approfondir en fonction de tout ce que je vous ai montré là, de ce qu'il faut poser, de qui y travaille, de quels moyens on y met, de quelle ambition on se donne, etc. Je peux pas faire un chiffre comme ça, pouf. D'accord, merci beaucoup. Sans savoir qui vous êtes, ce que vous voulez faire et tout. Ça marche. Lorraine, vous voulez compléter? Compléter, non pas sur ce point-là qui vient d'être abordé par Pascaline, mais c'est plus faire un clin. Le micro, ouais. Pardon, j'ai mal cliqué. Je disais que, non, je ne veux pas revenir sur ce que disait Pascaline, mais plutôt rajouter un clin d'œil. Il y a la fondatrice de 1001 Partage qui est inscrite à ce webinaire. Et voilà, si elle a envie, si elle veut en quelques phrases ou quelques mots témoigner en fait de son expérience en tant qu'association coopératrice et fondatrice de ce défi. Marie-Ange, est-ce que tu... Oui, je suis là. C'est là, voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, c'était une première pour nous de participer à un défi. Donc, c'était très intéressant parce que nous, on l'a vraiment travaillé en équipe. Donc, on a une animatrice qui a réalisé les premiers ateliers et 2 autres animatrices qui ont réalisé le dernier atelier de clôture. Ce que nous, vraiment...
Je ne sais pas si vous m'entendez bien du coup. Oui. Ce que nous, on a vraiment trouvé très intéressant, c'est effectivement que ça allait laisser quand même du temps, donc entre 4 et 5 mois pour changer ses habitudes à tous les participants, parce qu'il y avait quand même plus de participantes. Et ce qui a été vraiment apprécié, c'est de pouvoir trouver des alternatives et pouvoir échanger aussi entre elles sur toutes les bonnes pratiques qui ont pu être testées tout au long du défi. Nous, l'impact en fait au niveau de la structure, c'est qu'on a 2 participantes qui sont venues sur des ateliers plantes sauvages comestibles et qui sont, à mon avis, là, de futures bonnes ambassadrices pour éventuellement un nouveau défi. Et là, nous, on va se lancer peut-être à moyen terme sur le défi alimentation, puisqu'on va être vraiment formé là par le GREN au mois de juillet. Mais vraiment, on a eu des très bons retours. Et effectivement, en termes de changement de pratique, on commence à voir les effets sur les personnes qui ont participé, qui sont revenues, parce qu'on rééchange sur des choses qui ont été vues pendant le défi. Et pour nous, c'est vraiment une très bonne expérience, même si effectivement, on ne s'attendait pas, comme a dit Pascaline, à ce qu'il y ait autant de travail dessus. C'était notre première, donc effectivement, on n'avait pas vraiment imaginé, mais au final, c'est vraiment une très très belle expérience, quoi. Voilà, Lorraine. Merci Marie-Ange. Je voulais vous remercier de votre participation. Excusez de nouveau Monsieur Godet, qui a eu vraiment des soucis de connexion pour nous rejoindre. Voilà, et puis comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, la région, on a un cadre d'intervention qui est là pour donner un coup de pouce. Et ça s'inscrit vraiment dans l'idée de la COP régionale, qui est vraiment l'idée de passer de l'ambition à l'action. Donc voilà, c'est un soutien financier, mais aussi un soutien logistique pour vous aider à construire vos projets et vous mettre en relation aussi avec des acteurs de vos territoires. Voilà, donc on reste à votre disposition et nous vous remercions beaucoup pour votre participation ce matin. Merci à Merci vous. pour l'invitation. À bientôt. Merci. 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 Merci, au revoir.